voici qu'un nouveau problème se lève en Afrique, c'est celui de l'Angola. Nous avons eu l'occasion, dernièrement, de visiter dans les environs de Tisville, près de la frontière de l'Angola, le centre d'entraînement des troupes de l'armée nationale de libération angolaise. Et nous avons fait cette visite en compagnie du président du Front national de la libération, le docteur Holden. Congo, voyage au pays de l'or noir. Deuxième volet, Angola, le rappel de Simao Toko. Ainsi que le président, Dr Holden, accompagné de certaines autorités, vient de pénétrer le groupe du grand juge d'honneur, et vous avez entendu le clairon à la présidence. Dans le fond, on entend des coups de canon et des coups de mousqueton qui saluent ainsi l'arrivée des autorités. Benjamin Bibas, Anna Schmutz. Entre 1961 et 2002, l'Angola a été un pays en guerre. Les premiers coups de feu contre le colonisateur portugais ont été tirés dans le nord du pays. Ce soulèvement, emmené par Holden Roberto, ne revendiquait pas tant l'indépendance de l'Angola que la restauration de l'ancien royaume Congo, avec un K, qui s'étendait jusqu'au XIXe siècle du nord de l'Angola au sud du Gabon. En 1975, l'Angola accède à l'indépendance dans les frontières coloniales tracées par les Portugais. Les combattants de Holden Roberto ont été supplantés par le mouvement populaire de libération de l'Angola, ou MPLA, d'Agostinho Neto, qui sera le premier président du pays. Depuis lors, le MPLA gouverne l'Angola. Après sa victoire définitive sur l'UNITA de Jonas Savimbi lors d'une guerre civile qui s'achève en 2002, il gère seul la manne pétrolière du pays, qui est devenu en 2009 le premier producteur de brut en Afrique. José Eduardo Agualusa, vous êtes écrivain angolais, vous nous recevez dans votre domicile à Lisbonne pour nous parler de l'histoire traumatique de votre pays, pour nous parler de la diversité de votre pays, diversité qu'on peut lire ou à laquelle on peut avoir accès à travers certains de vos romans. Je conseille notamment Barocco Tropical, La Saison des Fous, Le Marchand de Passé, qui sont parus chez Gallimard et aux éditions Métellier dans les années 2000 et qui donnent une image très contrastée de votre pays et de la guerre civile très dure qu'il a connue entre les années 1975 et 2002 et qui a causé entre 500 000 et 1 million de morts. Pour commencer, que diriez-vous de la situation économique et politique de votre pays, l'Angola, aujourd'hui ? Bon, le pays se développe, mais pour moi, ce n'est pas un développement très juste et très intelligent, car la plupart des Angolais ne profitent pas de ce développement. Alors, pour moi, le gouvernement doit investir beaucoup plus dans l'éducation et la culture, et la santé aussi, il ne fait pas ça. D'où vient le développement de ce pays aujourd'hui ? Du pétrole, surtout du pétrole, et des diamants aussi, alors des richesses naturelles du pays. Et comment est utilisé cet argent du pétrole ? Je crois que l'Angola est un des 4 principaux producteurs de pétrole de l'Afrique. Il produit environ 2 millions de barils par jour, je crois. Oui, c'est vrai. La Chine importe principalement de l'Angola, le pétrole, alors c'est un pays très important dans ce cadre. Mais le problème, c'est que l'argent qu'on gagne avec le pétrole, c'est pas appliqué dans le développement plus solide du pays, c'est pas appliqué dans la santé, pas appliqué dans l'éducation des populations et la culture, non, rien. C'est investi dans quoi ?
ils se perdent beaucoup, et alors dans les forces armées aussi. Maintenant, la guerre est terminée pendant 10 ans, l'armée elle reçoit beaucoup d'argent. Et par exemple, l'armée sert à quoi aujourd'hui en Angola? Je crois qu'il y a des provinces qui sont très militarisées, par exemple. Tout le pays c'est très militarisé, mais principalement où il y a Cabinda, parce qu'il y a une guerre à Cabinda. Et Angola exporte aussi des militaires. Comment en êtes-vous arrivé à écrire et pourquoi écrivez-vous aujourd'hui, notamment sur votre pays, l'Angola? Oui, j'étais journaliste avant. Et mon premier livre, c'était un roman historique sur Angola au XIXe siècle, Luanda. Je pense que pour comprendre l'Angola aujourd'hui, il fait comprendre l'Angola hier. Les vieilles familles de Luanda, par exemple, sont aujourd'hui au pouvoir politique et économique à l'Angola, sont des familles qui, au XIXe siècle, ont déjà beaucoup de pouvoir et d'argent qui ont fait avec l'esclavage. Mais ces familles, ce sont des familles noires. Ce sont des familles noires et métisses, oui, principalement. Donc les familles qui sont au pouvoir en Angola aujourd'hui, souvent liées au MPLA, sont des descendantes des familles, sont les mêmes familles en fait que les familles qui faisaient le commerce des esclaves avec les colons portugais au XIXe siècle. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça. Benjamin Auger, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Africa Energy Intelligence. C'est une publication du groupe Indigo Publications. Vous nous recevez dans votre bureau à Paris, 2e. Vous êtes également chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des recherches internationales. Vous vous occupez, je crois, dans les 2 cas, beaucoup de questions énergétiques en Afrique. À chaque fois, en Angola, mais comme dans la plupart des pays africains dans le monde, on donne une part à la société nationale. C'est-à-dire, on a gagné le périmètre. Et en Angola, la société nationale s'appelle la Sonangol, une société très puissante, puisqu'elle n'investit pas uniquement dans le pétrole, mais aussi dans l'immobilier, que ce soit aux États-Unis. Elle a des participations dans des champs en Iran, au Venezuela. Donc elle s'est diversifiée énormément, et c'est véritablement la machine à cash du pouvoir. C'est-à-dire que c'est vraiment là que se fait les grandes décisions économiques en général de l'Angola. Donc vraiment une société puissante, avec des bons cadres, bien formés, des bons négociateurs, qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui remplit son rôle, et qui est sérieuse et crédible pour les compagnies pétrolières étrangères occidentales. Comment on obtient un permis d'exploitation pétrolier en ce moment-là? Alors, plusieurs sociétés, évidemment, ce n'est pas une seule société se répartit, et les blocs en Angola, Congo, ou Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Qu'est-ce que c'est d'abord des blocs? C'est des zones définies en termes de coordonnées où des compagnies pétrolières peuvent explorer pendant un temps donné. Donc ça peut être 3 fois 3 ans, 3 fois 4 ans, ça dépend des pays. C'est jamais pareil. En l'occurrence, 14 est opéré par Chevron, donc une société américaine, une des plus grosses sociétés du monde, et le 15 par Exxon, qui est la plus grosse société pétrolière du monde. Chevron, Exxon, Total, il y a peut-être des sociétés d'autres pays qui essaient d'exploiter le pétrole de la région? On a un autre type d'acteur intéressant, c'est les sociétés nationales étrangères. Par exemple, Petrobras, une grosse société brésilienne, qui est très présente en Angola, qui a plusieurs blocs et qui investit de plus en plus dans cette zone qu'elle connaît bien. Il y a plus de 60 000 Brésiliens qui vivent en Angola. Et je vois derrière votre bureau un certain nombre de cartes. Il y a plusieurs territoires en Angola d'une part, et puis un peu au nord, la RD Congo, juste au-dessus l'enclave de Cabinda, ensuite le Congo-Brazzaville. Alors comme vous avez bien dit, il y a plusieurs pays dans un territoire maritime assez réduit, et c'est ça qui pose un problème. La zone la plus prospective de l'Angola est justement proche des 2 Congos. Le Congo-Brazzaville, donc qui a une surface maritime assez importante, a aussi des blocs qui sont très proches de ceux de l'Angola. Il y en a d'ailleurs quelques-uns aussi qui sont litigieux. Il y a aussi une zone de développement conjointe entre eux depuis 2003, entre donc le Congo-Brazzaville et l'Angola. Il y a aussi des tensions. Et donc juste au sud, il y a cette petite ouverture sur la mer, donc, entre Cabinda, qui est une enclave angolaise,
Et le Congo-Kinshasa, cette petite voie sur la mer, donc c'est la seule partie maritime du Congo-Kinshasa, une petite bande, une cinquantaine de kilomètres du nord au sud. Et c'est dans cette zone-là où la totalité de la production onshore et offshore du Congo se passe. Et de la même manière, Onshore, c'est onshore, donc c'est sur la terre ferme, et donc offshore, c'est en pleine mer. Et l'augmentation très rapide de la production en Angola, puisqu'il faut avoir à l'esprit que en 2002, l'Angola produisait à peine 800 000 barils par jour, donc ça a plus que doublé en 10 ans. La totalité de l'augmentation de la production vient de cette zone-là. Aussi, l'un des autres blocs très intéressants, c'est le 17 un peu plus au sud, qui est opéré par Total, où il y a des très très grosses découvertes qui ont été faites, largement les plus grosses de l'Angola, et qui vont faire en sorte que justement l'Angola pourra, sans toute trop de difficulté, atteindre les 2 millions de barils par jour en 2014. Sébastien Ogama. Vous êtes d'origine cabindaise, vous êtes né pas très loin de la Cabinda, vos parents sont nés en Cabinda. Alors pouvez-vous nous parler en quelques mots de la situation géographique, historique et économique de la Cabinda? Alors, d'abord, on va commencer par dire que le Cabinda est un petit territoire qui est coincé entre deux États qui sont le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Et le territoire du Cabinda couvre une superficie de très exactement 7240 km², et avec une population qui fluctue, puisque certains disent que le Cabinda serait peuplé de près de 300 000 habitants. D'autres, incluant donc la diaspora, pensent que le Cabinda, c'est plutôt 600 000 habitants. Vous êtes membre d'une organisation de libération de la Cabinda et vous êtes basé en France. À quoi ressemble le territoire cabindé aujourd'hui? Le Cabinda, c'est un beau territoire hein, où vous avez la végétation, il y a la forêt, il y a la mer. La capitale du Cabinda, c'est Tioa en langue vernaculaire, c'est Tioa. Ou si vous voulez, Cabinda City en anglais, comme aiment le dire les anglophones qui sont basés à Cabinda, c'est Tioa. C'est une ville qui est peuplée, on va dire, 200 000 habitants. Une ville, on va dire, qui garde encore son aspect colonial, dans le centre de la ville même, aspect colonial, mais qui n'est pas assez développé, malheureusement. Les structures de base font défaut, et on va dire un petit peu le quartier africain et ce qui s'étend de façon anarchique, ce qui montre bien qu'il n'y a pas une volonté derrière de pouvoir moderniser cette belle ville, toujours bien sûr avec la présence militaire angolaise qui veille au grain, comme on peut le dire. Il y a des villages également? Beaucoup de villages, mais c'est là où on ressent vraiment la pauvreté de la population. Oui, et la population vit vraiment dans des conditions très, 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 très difficiles. Alors là, je pèse mes mots, c'est vraiment, vraiment regrettable de voir une population qui vit sur un territoire riche de vivre dans ces conditions-là. On a l'impression être revenu 30-40 ans plus tôt. Cette pauvreté que vous pouvez voir tout de suite en arrivant dans ces villages-là. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, des petites routes, mais vraiment une seule route qui traverse parfois le village et plus rien. Voilà. Et à côté, on vit voilà, de cueillettes, de produits vivriers, des choses comme ça, de l'agriculture, mais vraiment, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas d'industrie. La petite industrie que l'on peut trouver au Cabinda, c'est à Cabinda-ville, à Tioa même, une petite industrie qui fabrique de l'eau, une petite industrie qui fabrique de la bière, voilà. Et puis, je ne sais pas quoi, mais c'est tout. Voilà, le Cabinda. Et alors au large du Cabinda, on voit les plateformes pétrolières? Eh bien, venez à Tioa, la ville, mettez-vous au centre de la ville et regardez vers la mer à 20h. Vous avez l'impression qu'il y a une autre ville qui s'étend de l'autre côté. En fait, ce sont les lumières des plateformes. Voilà le Cabinda. C'est même beaucoup plus illuminé en pleine mer que dans la ville de Tioa. Quel paradoxe, hein? Franchement, la ville elle-même n'est pas illuminée, mais au-delà, en pleine mer, vous avez les plateformes super illuminées, où vous voyez. Mais c'est incroyable.
incroyable. Vous vous dites, mais comment ça? Comment on peut vivre sur un territoire aussi riche et à côté, à moins d'1 kilomètre, il y a du pétrole qui est extrait? Et les conséquences, on n'a pas parlé des conséquences, mais allez, faites un petit peu, longez un petit peu les comptes cabinets en matière écologique. Et où cette politique en matière d'écologie? Aujourd'hui, vous mettez vos pieds, vous baignez, vous sortez et vous sentez le pétrole. Voilà, personne n'en parle. C'est ça, effectivement, les méfaits aussi sur le plan du développement accéléré quoi, du pétrole. Mais alors, le Cabinda fait partie de quel État? Malheureusement, effectivement, le Cabinda aujourd'hui dépend de l'Angola, puisque le Cabinda est inscrit dans la constitution angolaise comme étant la 18e province de l'Angola. On voit sur cette carte Soyo, cette ville tout à fait au nord-ouest de l'Angola, et puis les blocs 0 et 14 dont vous avez parlé, très producteurs, et ces blocs 0 et 14 angolais se situent en fait au large non seulement de l'Angola, mais plus précisément de l'enclave de Cabinda, qui est très pétrolifère également. Et c'est une exploitation, je crois, assez militarisée, puisqu'il y a beaucoup de militaires en Cabinda. Bah, il y a des gros problèmes, parce que comme il n'y a pas de lien territorial avec l'Angola continentale, il y a des velléités à l'indépendance. Plusieurs mouvements assez violents pour certains qui ont posé des problèmes il y a encore quelques années en tuant plusieurs membres de la délégation de football du Togo se sont encore manifestés à cet égard. Donc ils veulent une indépendance parce qu'ils considèrent qu'ils ont une histoire propre et n'ont pas de lien territorial avec l'Angola, donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent partie de l'Angola. Et l'Angola ne veut pas que ces mouvements prennent de l'ampleur, en grande partie parce que c'est dans l'offshore de Cabinda ne produit pas en onshore du pétrole, mais c'est dans l'offshore de Cabinda que les gisements les plus importants actuellement sont localisés. Donc il n'y a absolument aucune possibilité pour ces militants d'avoir gain de cause un jour, et donc on militarise évidemment la zone. C'est le cœur du pouvoir en Angola, le pétrole. Le pays ne s'est pas développé sur d'autres secteurs d'activité. L'Angola, c'est vraiment une mono-industrie. On parle au diamant, c'est sans commune mesure. Et sans le pétrole, il ne pourrait pas se développer et avoir le boom comme on voit actuellement. Les références pétrolières, on peut le dire aussi, aujourd'hui, si vous allez à Luanda, tout le monde vous dira que c'est un domaine réservé. Voilà, un domaine réservé à la présidence, c'est la présidence qui s'en occupe. Et d'ailleurs, ce qui vous frappe en allant en Angola, vous allez vous rendre compte que pratiquement tout ce qui est station essence en Angola, eh bien c'est la présidence là qui gère tout ça. 20% du pétrole que l'on utilise en France ici, en fait, vient du Cabinda, et malheureusement, la population française ne le sait pas. Tout le monde sait qu'il y a du pétrole, mais tout le monde ne sait pas où est situé ce petit territoire du Cabinda. Et alors, comment ça se passe là-bas en Cabinda? Est-ce que les Cabindés bénéficient des ressources qui sont extraites au large de leur côte? Eh bien, ce qui va vous paraître un petit peu étonnant, c'est que le Cabinda est parfois comparé au Koweït. Et certains disent même que c'est le Koweït africain. Mais si vous allez au Koweït, du côté de l'Arabie, vous allez voir ce qui a été fait, ce qu'on peut faire avec l'argent du pétrole. Mais allez au Cabinda, les routes presque inexistantes, aucune politique de logement, même si ces derniers temps, effectivement, le gouvernement central essaie de rattraper un petit peu son retard dans ce domaine, notamment dans la construction des logements sociaux, des routes, mais ça reste insuffisant au regard des richesses et de ce que rapporte le Cabinda dans le budget central. Hein. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup à faire, mais on va dire d'une manière générale, les Cabindés vivent encore dans la misère. Et alors, acceptent-ils de vivre dans la misère, les Cabindés, ou se révoltent-ils? Effectivement, la raison qui a été le plus avancée par le gouvernement angolais, c'est qu'ils ont toujours dit qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent au Cabinda tant qu'il n'y a pas de paix. Tant qu'il n'y aura pas la paix au Cabinda, il n'y aura pas la tranquillité au Cabinda. Pour eux, il est inadmissible de pouvoir investir. Voilà.
Comment ça, il y a la guerre au Cabinda? Oui, nous pensons qu'il y a encore la guerre au Cabinda, même si ces derniers temps, effectivement, la situation s'est calmée, mais il y a encore des bruits de bottes dans les forêts, dans la forêt cabindaise. Samedi 9 janvier 2010, 13h30 ici à Paris, 12h30 en temps universel. Afrique Midi, Hassan Diop. Sur Radio France Internationale, près d'une demi-heure d'info africaine, une édition qui sera largement consacrée à l'attaque hier dans l'enclave angolaise de Cabinda contre le convoi de l'équipe nationale du Togo venu participer à la CAN 2010 en Angola. Le chauffeur d'un des autocars a été tué. 3 membres de la délégation togolaise auraient, je dis bien auraient, succombé à leurs blessures. Il s'agirait du gardien de but, de l'entraîneur adjoint et du chargé de communication de la délégation. L'attaque est en tout cas revendiquée par les forces de libération de Cabinda, un mouvement séparatiste qui sévit depuis quelques 35 ans. Il y a la guerre entre qui et qui? Eh bien, la guerre, tout simplement, entre le FLEC, voilà, le Front de libération de l'enclave du Cabinda, les militaires donc du FLEC, avec, on va dire, les militaires du MPLA. Voilà, c'est le FLEC qui combat le MPLA pour pouvoir effectivement libérer le Cabinda et accéder un jour à l'indépendance, même si cela s'avère effectivement difficile. Et ils sont nombreux, ces militaires du MPLA stationnés en Cabinda? Alors, au Cabinda, il y a eu jusqu'à 60 000 militaires angolais sur le territoire du Cabinda. 60 000 militaires pour maximum 600 000, 700 000 habitants, avez-vous dit tout à l'heure. Ça fait un militaire pour 10 habitants. Donc, ce qui est quand même un rapport très important. Voilà, il n'y a pas d'équivalent au monde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation militaire est explosive. Vous allez au Cabinda, partout, vous ne faites pas, on va dire, 1 kilomètre sans voir les militaires. C'est une zone militarisée. Vous ne pouvez pas circuler en toute quiétude au Cabinda. Et ça fait peur de vivre au Cabinda aujourd'hui, ce qui nous laisse penser qu'il n'y a pas d'avenir pour la population cabindaise là-bas. Le Cabinda, c'est un territoire pour l'Angola où c'est un endroit où il faut puiser, voilà, prendre l'argent et partir. La moitié, en gros, de la production angolaise actuellement est en litige avec les Congo. Et en fait, l'Angola achète, grâce à son énorme potentiel financier actuel, grâce au pétrole, achète du temps. Le problème, c'est que ces blocs, qui produisent à peu près depuis la fin des années 90, le début des années 2000, selon les blocs, à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole. Donc le but, c'est d'en arriver là, c'est-à-dire de faire en sorte que les négociations durent, trouver tous les moyens possibles, techniques, financiers, d'avoir des proximités avec certains fonctionnaires, etc., pour qu'une partie de la production ne soit jamais donnée au Congo, et qu'on ne parle pas d'arriérer un jour. Il y a aussi un autre problème, c'est le nombre de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui sont dans ces régions-là, qui sont très très souvent expulsés, pas uniquement de Cabinda d'ailleurs, mais de l'Angola continentale. Et ces expulsions sont aussi liées au problème pétrolier. C'est-à-dire que quand on va trop loin du côté Congo, quand on demande trop, quand les négociations parfois se tendent un peu, et ben on expulse quelques milliers de petits creuseurs de diamants dans les régions du nord de l'Angola continentale, où on expulse aussi des gens, des Congolais de l'enclave de Cabinda qui sont très nombreux. Donc c'est une zone assez à part, mais très 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 importante et très stratégique pour l'Angola. Ils viennent faire quoi, ces Congolais en Cabinda? Ils sont là historiquement depuis très très longtemps. Il n'y a pas de différence très importante entre les gens qui sont du Bas-Congo, de la province congolaise, et le Cabinda. Il
il y a un lien très fort, c'est les mêmes familles, etc. C'est des frontières qui sont uniquement politiques, qui n'ont rien à voir avec des différences de religion, des différences de culture, des différences de langue. Donc ils sont là historiquement, ils ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi on leur a mis la frontière là, ça n'a aucun sens pour eux. Le territoire du Kabila, on va dire, est peuplé de Congo, peuple Congo. Bon, certains parlent de bas Congo, mais en fait c'est un problème de terminologie. Et ce peuple, effectivement, on le retrouve aussi bien en République démocratique du Congo qu'en République du Congo. Voilà. Ils partagent une langue, on va dire, commune, hein, puisqu'un cabinet peut facilement se faire comprendre par la langue qui est la même utilisée en RDC qu'au Congo-Brazzaville. C'est la même langue, donc un cabinet qui se rend en RDC se sentirait chez lui, tout comme un cabinet qui se rendrait au Congo-Brazzaville se sentirait chez lui. Alors on comprend très bien que ce n'est que l'histoire qui a fait que le Kabila soit voilà, un petit peu un territoire autre. Sinon, nous pensons que le Kabila est un prolongement de la RDC ou peut-être même du Congo-Brazzaville. Entre nous, nous considérons comme des Congolais. Freedom agora, freedom agora now, freedom agora, freedom agora, freedom, luta manole, freedom agora, freedom agora, freedom agora, freedom agora now, freedom agora, freedom agora, freedom, luta manole, freedom. Freedom, 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 La détermination que vous avez vue ici reflète la détermination du peuple angolais tout entier, et j'espère que, comme je viens de dire tout à l'heure, lorsque ces enfants, ces jeunes enthousiastes que vous avez vu tout à l'heure vont rentrer en Angola, vont stimuler la combativité du peuple angolais, et ce seront ces deux cadres entraînés pour mieux coordonner la lutte à l'intérieur. Et je suis convaincu, et plus que certain, que dans les mois qui viennent, la lutte va changer de phase en Angola. Cette journée qui marquait le deuxième anniversaire de la révolution en Angola s'est continuée par des diverses manifestations sportives, notamment un match de football et quelques exercices de gymnaste. Et pour terminer, le chœur des étudiants angolais de Léopoldville a chanté encore de l'Angola. Mélo Zeytou Josias, nous vous recevons aujourd'hui à Radio France parce que vous êtes angolais et vous êtes également le neveu d'un grand leader indépendantiste angolais qui s'appelait Holden Roberto. Alors, je suis originaire du nord de l'Angola, plus précisément de la ville de Mbanza Congo, qui était la capitale de l'ancien royaume Congo, et je suis effectivement le neveu d'un grand de l'histoire de l'indépendance angolaise, M. Holden Roberto, qui nous a quittés il y a peu, en 2007. Holden Roberto, comment prend-il conscience qu'il peut libérer l'Angola, ou peut-être pour commencer le nord de l'Angola? Alors, Holden Roberto est né le 12 janvier 1923. Il est né à San Salvador. Actuellement, c'est la ville de Mbanza Congo. Et très très tôt, comme tous les Congos d'ailleurs, il a pris conscience du fait que la situation que nous vivions comme peuple ne pouvait pas perdurer. Car la colonisation portugaise a été l'une des plus terribles et l'une des plus sournoises qui soit. Et je dirais que pratiquement tous nos anciens, nos grands-pères ont été des résistants. Ce qui explique que beaucoup d'entre eux ont été obligés de fuir la persécution portugaise et se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière, au Congo belge,
parce que la colonisation belge, par rapport à la colonisation portugaise, était encore plus supportable. Holden Roberto, il était de lignée royale, je crois. Absolument, il y avait une filiation avec le roi, le dernier roi de Congo, qui s'appelait Pedro VII. En fait, quand le mouvement est né, l'objectif n'était pas tant à l'indépendance de l'Angola que, en fait, cette nostalgie de la gloire passée du royaume Congo. Et l'objectif qui était visé, c'était la reconstitution du royaume Congo. Il choisit un mode de lutte qui est la lutte armée. Comment passe-t-on d'une revendication, d'une aspiration à reconstituer le royaume Congo à une lutte armée pour conquérir l'indépendance de l'Angola au sein du FNLA, le Front National de Libération de l'Angola? Alors, au départ, mon oncle Holden Roberto a toujours été un pacifiste. Et en fait, la conscience que cette lutte devait passer d'une lutte pacifique vers les armes, c'est Frantz Fanon. Holden Roberto s'est rendu à une conférence, d'ailleurs, quand il raconte, c'était de manière tout à fait rocambolesque, il a dû prendre à partir de Kinshasa une pirogue. Il a traversé le fleuve majestueux que vous connaissez certainement, le fleuve Congo, de la rive de Kinshasa vers Brazzaville. À partir de là, on lui a fourni de faux papiers, donc il s'est retrouvé au Cameroun, à partir du Cameroun, je crois, le Nigeria, le Ghana, et il a participé donc à une grande conférence qui réunissait les indépendantistes de l'époque, les Kwame Nkrumah, Nyerere et d'autres encore. Et c'est là qu'il a rencontré Frantz Fanon, qui lui-même était du côté des Algériens, pour la lutte de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est Frantz Fanon qui lui a dit qu'il n'y avait pas d'autre issue que la guerre pour arriver à libérer l'Angola. Au début, Holden Roberto, nous avons fait appel 1963. au gouvernement portugais par des adresses, par des tracts, par des conférences, pour demander à ce que le Portugal comprenne que le bon sens exige maintenant que l'oppression soit bannie de l'Angola. Mais malheureusement, nous n'avons pas été compris et nous nous sommes vus dans l'obligation de prendre les armes pour libérer l'Angola. Donc vous employez la violence parce que vous n'avez pas réussi par la conciliation. Et nous employons la légitime violence, bien entendu, comme moyen de libérer l'Angola. Malheureusement, il a fallu s'armer et commencer à attaquer des colons portugais, notamment ceux qui étaient dans le nord de l'Angola. Il y a eu des actions assez, comme dans toute lutte armée, des pertes terribles de part et d'autre. Les premières actions ont lieu quand? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui sont célèbres, qui marquent le déclenchement de cette guerre d'indépendance, finalement, de l'Angola, entamée par le FNLA? On parle d'une date, je crois que ça doit être le 4 février. Il y a eu deux journées particulières. De quelle année? Le 4 février et le 4 mars 1961, qui marquent en fait le début même de l'insurrection contre les Portugais. Ensuite, j'ai écrit un autre roman, Station de Chouge, qui était aussi publié en France, qui était La Saison de Fou en français, qui est un roman sur la répression politique en Angola jusqu'après l'indépendance contre les forces de gauche. José Eduardo Agualusa, vous nous décrivez en fait une guerre beaucoup plus complexe qui mêle différents protagonistes. Et pour commencer, les trois principaux mouvements de lutte pour l'indépendance, le FNLA, le MPLA, l'UNITA. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de ces trois mouvements, notamment de l'un d'entre eux, le FNLA d'Holden Roberto? Ok, ce sont des mouvements très différents. Le MPLA, c'est un mouvement créé à Luanda par des métis et des blancs. C'est un mouvement très très urbain, très intellectuel. Okay? L'UNITA, c'est un mouvement né dans le monde rural, dans la région de l'intérieur de l'Angola, avec une formation dans les églises protestantes. Là, donc l'UNITA, c'est l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dirigée par Jonas Savimbi. Oui. Donc peut-être l'UNITA plutôt vers l'intérieur et le sud du pays aussi, le MPLA plutôt
urbain plutôt vers Luanda, la capitale, et le troisième grand mouvement, le FNLA, le Front National de Libération de l'Angola. Le FNLA, c'est très lié au monde de l'aristocratie rurale du Congo. C'est lidéré par Auden Robert. C'est un homme qui a des liaisons familières aussi avec cette aristocratie du Congo. C'est lié à le monde, comment dire, à l'ancien royaume Congo. L'ancien royaume du Congo, oui. Alors, quand la guerre a commencé en Angola, la FNLA avait du support du Congo, du Zaïre. Le NPLA avait le support des Cubains et des Soviétiques, et l'UNITA des Américains, et après des Sud-Africains. La FNLA décide de ne continuer à faire la guerre après l'indépendance. C'était une très intelligente décision parce que c'était une guerre fratricide et la FNLA s'est distanciée de cette guerre fratricide. Cette guerre d'indépendance va être très longue, elle va durer 15 ans, elle va opposer le FNLA au Portugal, au colon portugais, mais également le FNLA à d'autres mouvements indépendantistes que sont le MPLA, Agostinho Neto et l'UNITA de Jonas Savimbi. Comment le FNLA de Holden Roberto en vient-il à perdre cette guerre d'indépendance face aux deux autres mouvements, et notamment au MPLA qui va l'emporter? C'est une histoire qui est assez extraordinaire, dans la mesure où n'eût été les convictions religieuses profondes de Holden Roberto, il est sûr et certain qu'il aurait été président. Il aurait été le premier président de l'Angola. Il se trouve que Holden Roberto avait comme soutien principal à l'époque Mobutu, le président du Zaïre à l'époque. Et à un certain moment, après les accords d'Alvor au Portugal, où les trois mouvements se sont entendus pour de commun accord arriver à l'indépendance du pays, et que ces accords ont été en fait trahis. Donc il se fait qu'à un certain moment, Mobutu a demandé à Holden Roberto de bombarder Luanda et d'arriver ainsi à vaincre en fait les forces du MPLA. Donc ça a été un cas de conscience terrible. Mobutu a dit à Holden, vas-y, bombarde. Lui s'est dit, mais je sais, je connais la géologie de cette région. Vous savez que l'Angola est un pays qui est imbibé de pétrole. Et aujourd'hui même, encore aujourd'hui, à Luanda, il y a des endroits où, quand vous puisez de l'eau sent le pétrole. Alors imaginez qu'on lâche des bombes sur une terre qui est déjà imbibée de pétrole comme ça allait être un gigantesque incendie. Enfin, les pertes en vie humaine auraient été absolument effroyables. Et Holden Roberto ne s'est pas résolu à cela. Et c'est la raison principale pour laquelle il a perdu. Et entre-temps, comme le MPLA avait pris contact avec les Cubains sont arrivés, avec les Allemands de l'Est, avec tout ce que le bloc soviétique comptait comme allié à l'époque, c'est ainsi que le FNLA a perdu en fait cette bataille. Fidel Castro, 1975. L'Angola est un pays riche en ressources naturelles. Cabinda a de grandes ressources pétrolières. Certains impérialistes se demandent pourquoi nous aidons les Angolais. Quels intérêts nous avons là-bas? Ils pensent que si un pays fait quelque chose, c'est qu'il veut du pétrole, ou du cuivre, ou des diamants, ou une ressource naturelle. Non, nous ne cherchons aucun intérêt matériel. Et évidemment, cela ne rentre pas dans la logique des impérialistes. Nous accomplissons un devoir élémentaire et internationaliste quand nous aidons le peuple d'Angola. Je pense que les autorités militaires du MPLA avaient d'autres motivations en conservant le Cabinda dans le giron de l'Angola, parce qu'ils savaient qu'il fallait mener par la suite un combat contre les autres mouvements de libération, puisque le MPLA voulait gouverner seul. Et quand on veut gouverner seul, il faut les moyens. Et donc les moyens, c'est l'argent. Et l'argent, c'est le Cabinda, puisque le Cabinda, c'est d'où vient l'essentiel de la production pétrolière angolaise. Donc le pétrole en Cabinda, eh bien, représentait à cette époque-là presque 80% du budget angolais. Rue Blanes, nous sommes actuellement à Lisbonne, au bord du Tage et
au-delà du Tage, il y a l'océan, et au-delà de l'océan, il y a ces terres qu'ont conquises un jour les Portugais. Il y a notamment l'Angola. Et puis beaucoup d'Angolais sont venus un jour à Lisbonne, ont immigré. Parmi eux, il y a des adeptes d'une religion qu'on appelle le tocoïsme. Alors, justement, Rui Blanes, vous êtes anthropologue à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lisbonne, et vous êtes beaucoup intéressé à ce sujet, l'Église tocoïste. Le tocoïsme est un mouvement prophétique chrétien qui est né suivant un leader religieux qui s'appelait Simão Toko, qui commençait un travail d'évangélisation chez son lieu d'origine, le nord d'Angola, et aussi Léopoldville, où il y avait une grande communauté de migrants angolais de cette région-là, Makela de Zombo. Il commençait à travailler avec eux. Et puis 1949, après un événement qui est considéré par les tocoïstes comme miraculeux, ils ont commencé un mouvement d'institutionnalisation, de création d'un mouvement religieux, une église. Paz, igreja! Cristo vence, Cristo reina, Jesus Cristo triunfará. Cristo vence, Cristo reina, Jesus Cristo triunfará. Os vitoriosos cantam aleluia. Os vitoriosos cantam aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Vamos seguir com a nossa. Ancien Mateus Dias, vous êtes directeur adjoint de l'évangélisation à l'église tocoïste de Lisbonne. Merci beaucoup de nous accueillir ici, à Olivelas, tout près de Lisbonne, à l'église tocoïste. Alors, l'église tocoïste dont le nom exact est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. L'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde a été fondée par le Seigneur Jésus-Christ, mais rappelée par le prophète Simão Gonçalves Toko à Kinshasa, République démocratique du Congo. Il était rappelé par le prophète Simão Gonçalves Toko le 25 juillet 1949. Il y avait une réunion internationale des églises protestantes en Afrique et dans le monde qui s'est réalisée à Kinshasa dans l'ancien temps appelé Léopoldville. Dans cette réunion, il y avait 3 Africains qui ont été choisis. Le premier pour effectuer une prière demandant à Dieu pour que les Africains aient la connaissance intellectuelle. Le deuxième pour la connaissance culturelle. Et le troisième a été instruit pour demander à Dieu le Saint-Esprit. C'était le prophète Simão Gonçalves Toko. La réponse est venue parce que le prophète Simão Gonçalves Toko possédait un groupe choral. Ils effectuaient des prières pendant la nuit. C'était justement le 25 juillet 49 que les gens qui étaient autour du prophète Simão Gonçalves Toko commençaient à parler des langues étranges. Des langues étrangères. Oui, oui, oui. C'est là où l'Esprit Saint a descendu pour la première fois par ce groupe de gens. Mayamana est le nom Kikongo de Simão Toko. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, ce n'est pas une Église nouvelle. C'est l'Église qui existait au temps de Jésus-Christ. C'est la même Église. Mais nous parlons que c'est rappelé parce qu'il y a des principes originels qui ont été piétinés par d'autres personnes. Et par exemple, le missionnaire nous a amené la parole en Afrique. Mais eux-mêmes maltraitaient des Noirs.
par exemple. D'où, avec cet acte, il n'était pas à remplir la tâche que Jésus-Christ a nous enseigné. Parce que nous tous, sans distinction des races, nous sommes des fils de Dieu. Tout gouvernement colonial avait de la grande préoccupation parce que le prophète annonçait la venue d'un nouveau royaume. Ils interprétaient ce nouveau royaume comme une affaire politique. Alors, les Belges, ils pensaient que qui annonce ce royaume veut l'indépendance. D'où ils ont décidé d'expulser le prophète Simon Gonçalves Tau. Et la majorité des personnes qui formaient son groupe choral étaient ressortissants de l'Angola. Le gouvernement de la Belgique a bien décidé d'expulser ces gens-là pour leur pays. Mélo Zéikou Josias, vous êtes religieux, je crois, on le voit. Et sur votre veste, vous arborez un badge, le badge de Simao Toko. Alors, dans l'histoire de Simao Toko, il y a des faits qui sont hors du commun. Et l'histoire est là pour le confirmer, que la première personne qui a osé se lever et aller directement face à face, c'était à Léopoldville à l'époque, c'était dans les années 45. Ça devait être en 1945. Simao Toko a pris 2 de ses compagnons. Il a dit, venez avec moi. Ils lui ont demandé, mais on va où? Il a dit, on va au consulat portugais. Mais quoi faire? Il a dit, vous allez voir. Ils sont arrivés. Il a demandé à parler au consul. Et le consul a été complètement abasourdi quand il a dit, je suis venu demander l'indépendance de mon pays. Ça a été la première personne qui est osée comme ça, à visage découvert, demander, réclamer l'indépendance de l'Angola. Maintenant, quand on parle de l'église tokoïste, on ne peut pas la séparer de ce qu'on appelle le messianisme Congo. Que ce soit en Angola, que ce soit dans les 2 Congos, la résistance politique a toujours eu pour soubassement d'abord une résistance qui est religieuse. Et cela remonte déjà au XVIIIe siècle, avec une jeune femme du nom de Kimpavita, de son nom chrétien Donna Beatrice du Congo, qui à l'époque déjà avait mené une révolution spirituelle contre, d'abord spirituelle, hein, ça n'a pas été une révolution armée ni rien du tout. Elle a été à la tête d'un mouvement qui réclamait en fait la liberté spirituelle pour les Noirs en général, les Africains en particulier, et plus particulièrement d'ailleurs ceux du Congo. Il disait que ce que vous êtes venu nous dire, ce que vous êtes venu nous enseigner, ne correspond pas à la vérité. Quand on parle de Kimpavita, qu'on dit qu'elle avait professé que Jésus-Christ était né à Banza-Congo, qu'il n'était pas né à Bethléem, etc. Non, c'était en fait des prophéties où elle annonçait que Christ, Jésus-Christ, allait revenir. Et quand il allait revenir, ce ne serait pas du côté de la Palestine, mais ce serait à Banza-Congo, c'est-à-dire au cœur même de l'Afrique. Et à l'époque, personne ne pouvait la comprendre. Mais maintenant, avec le recul historique, avec les prophéties qui sont venues par la suite, Kimbangu, Simao Toko, André Matswa et d'autres personnes encore, on comprend quel a été donc le message de Kimpavita. Et c'est à partir de ce message que les Congos ont eu le courage de se lever et de dire, mais tiens, nous n'avons rien d'inférieur par rapport aux Européens. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été aussi vaillants dans cette lutte de libération politique. Vamos agradecer a atuação do povo do tabernáculo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, os vitoriosos. Aleluia! Chegamos no momento alto do nosso encontro, no qual peço
Dans ce moment de l'indépendance, Simon Toko était vu par les Angolais comme une espèce d'héros, mais son projet religieux, chrétien, n'avait pas correspondance avec le projet, l'idéologie athéiste, anti-religieuse du MPLA. Contrairement à ce qui s'était passé dans les années après l'indépendance, on peut dire qu'il y a une espèce de tournant, et aujourd'hui on voit qu'il y a une relation de collaboration entre le pouvoir, c'est-à-dire le MPLA, le parti, comme on dit en Angola, et le mouvement tokoïste. On sait qu'à Luanda, il y a beaucoup de relations entre le gouvernement et les grandes leaderships de l'Église. Et comme ça, parce qu'il y a une suspicion très grande dans beaucoup de tokoïstes à Luanda, le gouvernement, le parti, l'MPLA, a toujours essayé de faire une infiltration chez le mouvement tokoïste. Et j'ai rassemblé beaucoup d'histoires de gens qui ont été approchés par des agents du service secret. Oui, c'est vrai. Et ils essaient d'entrer dans le mouvement pour le contrôler. Et comme ça, il y a des interprétations de que ce couplage entre le mouvement tokoïste et le gouvernement résulte d'une espèce de contrat. Et comme ça, le vrai tokoïsme est en train de disparaître. C'était Congo, voyage au pays de l'or noir. Deuxième volet, Angola, le rappel de Simão Toko.